Bienvenue, bienvenue dans ce chapitre rugby et développement à long terme de l'athlète. Les clés du succès pour concevoir un plan de formation du joueur. Tout l'enjeu va être là. Pour moi, c'est la base, c'est le point de départ, vraiment pour une personne qui souhaite construire un plan de formation du joueur, qui souhaite cycler ses entraînements. Voilà, c'est vraiment le point de départ, le développement à long terme de l'athlète ou le DLTA canadien. Je vais faire le lien tout au long de cette présentation qui va durer une dizaine de minutes avec bien entendu le rugby. Alors comment je vais structurer cette présentation-là? Il va y avoir 4 points majeurs et à la fois nous ferons des points clés à retenir à la projection. Les 4 points. Tout d'abord, je vais vous présenter le modèle, d'accord, le modèle du DLTA qui va nous permettre de guider la progression des athlètes. Ensuite, en deuxième lieu, nous verrons donc les différentes phases d'apprentissage clés qui vont permettre de développer le joueur. Ensuite, nous verrons les ressources de l'athlète afin de maximiser son potentiel athlétique. Et enfin, nous verrons que parmi tout ça, il y aura un point qui va peut-être nous manquer et sur lequel on va explorer légèrement. Ça va être les dimensions de l'âge afin de personnaliser l'entraînement et l'apprentissage. Alors tout d'abord, j'aurai des questions à vous poser et vous pourrez prendre le temps de mettre la vidéo sur pause et de jouer à ce premier jeu-là, d'accord c'est de réfléchir par rapport à ces questions-là. Quel est votre tout premier souvenir de rugby en tant que joueur? Partagez une anecdote amusante. Les valeurs et les leçons importantes pour vous. Avez-vous un entraîneur qui a particulièrement marqué? Pourquoi? Bref, vous avez 5-6 questions. Vous répondez aux questions que vous voulez, que vous souhaitez. Essayez de répondre quand même à 2-3 questions. D'accord? Ce qui va nous permettre un petit peu de réfléchir un petit peu à notre parcours quand on était à l'école de rugby. D'accord? Ou n'importe quelle école de sport, j'ai envie de vous dire. Et savoir vraiment quel impact a eu sur nous le fait de passer dans ces écoles de rugby. Voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps si nécessaire. Alors, je vous présente le modèle du DLTA. Alors déjà, c'est un modèle de formation sportive holistique et qui va se diviser en plusieurs phases, comme on le voit sur ces éléments ici. Ok. Je vous ai mis tout un tas d'habiletés motrices fondamentales, de courir à sauter jusqu'à la coordination et l'équilibre. Ok. Et l'idée, c'est de se dire que l'enfant, quand il va être dans le stage de l'enfance, ok, donc de 6 ans, on ne parle pas de la petite enfance, on parle de l'enfance, la grande enfance, de 6 ans à 12 ans, pour moi, il va être nécessaire, et pas que pour moi et pour le DLTA, de maîtriser ces éléments-là avant, après, de maîtriser les gestes techniques sportifs. Ok. Donc pour ça, ça va nous permettre d'optimiser les performances sportives, tout en même temps promouvant la santé, le bien-être et la participation à terme. C'est pour ça que c'est holistique. C'est pas spécifique à la performance sportive, ça va être holistique parce qu'en même temps, on va prendre en compte la santé et le bien-être de l'individu. Ok. Et ça va se diviser en plusieurs étapes pour encourager une progression graduelle en mettant l'accent sur l'acquisition des compétences motrices fondamentales. On va voir qu'il va y avoir des pics ou des pics d'optimisation de certains apprentissages. Ok, avant de partir après sur un peu plus spécifique. Pour aller un petit peu plus loin dans le modèle, et vous allez voir, je ne vais pas tout lire, c'est pas le but, vous aurez le document, d'accord. Donc déjà, il y a ce diagramme-là, ce graphique-là qui est assez important et qui permet déjà d'avoir une première illustration, une première visuelle. Enfant actif, ok, de 0 à 6 ans, enfin on verra les âges plus tard. Enfant actif, de s'amuser grâce au sport, apprendre à s'entraîner, jusqu'à s'entraîner à gagner. Moi, ce que je lis et ce que j'interprète à travers ce document-là, c'est que là, on est sur des buts principaux. Ok, c'est le summum en fait. C'est vraiment le fil rouge, c'est vraiment le dernier point, le premier point, pardon, sur lequel je vais tout le temps revenir et me poser toujours cette question-là. J'entraîne des enfants, ils ont 7 ans. Est-ce que ces enfants s'amusent grâce à ce que je leur propose? Ok. Voilà. Après, il y aura d'autres questions. Est-ce qu'ils progressent? Est-ce que techniquement? Est-ce que physiquement? Et tout ça. Mais en tout premier lieu, c'est est-ce qu'ils s'amusent? Ok. C'est-à-dire que si je propose un exercice et que les enfants ne s'amusent pas, je me dis, il faut que je revoie ma copie. Ok. Donc voilà ce que ça signifie. Et après, en fin d'école de rugby, apprendre à s'entraîner et ainsi de suite. On va voir un petit peu plus tard où je vais faire le lien avec le rugby, ça sera encore plus parlant. Nous, ce qu'on veut ici, c'est ces 5 points-là. On veut donc des joueurs holistiques, donc équilibrés sur tous les plans, d'accord. La polyvalence avant tout, surtout chez les jeunes, d'accord, en école de rugby. Progresser graduellement, on va voir que derrière chaque étape qu'on voit, derrière chaque but, il va y avoir des progressions à avoir. Il va y avoir des éléments qui vont être différents. L'objectif, bâtir une base solide, avoir un avenir brillant.
un avenir qui va correspondre aux attentes du joueur, d'accord? On voit les compétences techniques et tactiques, d'accord? Et nourrir une passion, ce qui va être ultra important aussi, cultiver la passion des joueurs pour leur donner envie de revenir et de continuer à faire du sport. Aujourd'hui, l'activité physique, comment dire, il y a beaucoup de concurrence, les jeux vidéo, le fait de rester à la maison, voilà, tous ces éléments digitaux en fait qui peuvent faire que ça peut perturber. Le fait aussi que les parents ont moins le temps d'amener les enfants, pas forcément moins d'envie, ça coûte cher. Alors aujourd'hui la concurrence, elle est, les freins plutôt vont être très importants. Donc à nous d'être encore une fois meilleurs pour nourrir cette passion et donner envie de fidéliser le joueur. Autre point important sur ce modèle-là, au-delà de l'holistique, la polyvalence, l'aspect graduel, c'est la littératie physique. La littératie physique va être carrément au service du DLTA. C'est quoi la littératie physique? Moi, ça me fait penser à littérature. Dans littérature, pour écrire un roman, l'enfant va apprendre l'alphabet. Ensuite, avec l'alphabet, il va pouvoir construire des mots. Avec ces mots, il va pouvoir construire des phrases. Ces phrases vont avoir un sens, il va pouvoir construire des textes, et enfin pouvoir écrire, pourquoi pas, des poèmes et des romans. Euh, sur sa vie. Donc pour moi, le sport, ça va être pareil, la littératie physique, ça va reprendre ça. Je vais apprendre des habiletés qui vont me permettre de construire, comme on voit ici, de 0 à 3 ans, 3, 5, 8, 12, ok, qui va nous permettre de construire peu à peu l'enfant. On va se baser sur un triptyque très important, parce qu'on pense souvent au physique, mais le physique va inclure la notion cognitive, ok, à savoir mettre en confiance l'enfant et lui donner envie de bouger. D'accord, et il va y avoir les habiletés aussi. Notre triptyque va être là. Confiance, envie et les habiletés fondamentales qui vont lui permettre ensuite de pouvoir s'épanouir, se développer dans son sport de prédilection. Qu'est-ce qui se passerait si jamais on ne respecte pas ces choses-là? Voici les 5 points qu'on a pu détecter, les 5 lacunes et conséquences. À l'inverse, une spécialisation précoce, ce qui peut entraîner un risque accru de blessure et de burn-out. D'accord. Le manque d'approche holistique, donc au contraire, on est dans les méthodes traditionnelles, se focalisant sur les performances immédiates. Voilà, et c'est la performance avant tout, donc on ne tient pas en compte du bien-être mental et émotionnel. Absence de progression graduelle, ok. Soit on va sauter les étapes, soit on va ne pas aller assez vite. Enfin voilà, on va pas être adapté, d'accord. Il peut y avoir un désengagement à long terme aussi, ça peut être ça la conséquence. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, les enfants aiment bien ça, et vers là de 15-16 ans, avec les études, les amours, voilà. Enfin, le moindre chose fait que l'habitude du sport va sauter. Et aussi, le dernier point assez important, c'est la formation inadéquate des éducateurs, où les éducateurs ne sont pas toujours formés pour prendre en compte ces aspects-là, parce qu'ils n'en ont pas forcément connaissance. Et au-delà d'en avoir connaissance, c'est des fois on peut le savoir, mais surtout de remettre le pied dedans. Et chaque année, se rappeler ces choses-là, voilà, se rappeler ces choses fondamentales et ces buts principaux qu'on doit mettre en avant. Pour terminer avec ce premier point-là sur le modèle que je vous ai présenté, pour moi, il y a des activités physiques fondamentales, ok, qui sont ici, auxquelles il va être intéressant que l'enfant puisse réaliser. D'accord. C'est-à-dire que, ok, il va faire du rugby, mais à côté de ça, pour moi, ce serait une erreur. Enfin, du moins, ce serait pas optimum qu'il ne fasse que du rugby. Donc, on peut l'encourager à faire des activités, comme les activités de plein air, le frisbee, le badminton ou d'autres sports co. D'accord. Et des activités fondamentales comme la gymnastique, l'athlétisme, la danse, l'escalade et les arts martiaux. Voilà. Si on lit des parcours de certains joueurs qui auraient réussi, certains ont fait plusieurs sports. Et c'est ce qui a permis de les construire. D'accord. Et, euh, et ça va permettre d'aller chercher d'autres ressources. Et voilà. Les 10 principes et un incident sur le DLTA, ça nous permet d'avoir un petit résumé de tout ce que j'ai dit précédemment, notamment avec l'environnement positif, les éducateurs compétents, le bien-être psychologique, le soutien parental qui est ici présent, les politiques, ça j'en ai pas parlé, les ressources adéquates, le matériel, le financier, l'humain, l'évolution et la recherche, ça rejoint la formation de l'éducateur. Voilà, ça c'est les éléments que j'ai pas forcément évoqués. Voilà, mais ça va être important. C'est l'environnement. C'est au sein de notre club. Voilà, on pourrait se poser ces questions-là. Ok, nous on veut faire ça, 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 ça et ça. Ok, mais quelle est la politique véritable du club? Quels sont les moyens qui sont engagés? Est-ce que nous on est au courant de ce qui se passe dernièrement, des nouvelles recherches, notamment en neurosciences? Voilà. Là, je vous ai mis de nouvelles diaporamas graphiques sur l'évolution et les différents stages de développement.
Deuxième point, les phases d'apprentissage. Très important, les phases d'apprentissage. On le voit ici, donc avec la thématique générale. En gros, jusqu'à 12 ans, ce sont les habiletés sportives globales. Chez les petits, on apprend d'abord les habiletés motrices, d'accord. Ensuite, les habiletés sportives. Et enfin, après, on va établir une base aérobie de vitesse et de force et pouvoir développer des compétences spécifiques liées au sport. Moi, j'ai fait le lien ici avec le rugby. Voici un peu comment on pourrait découper le rugby et comment un club pourrait se constituer, d'accord, au même titre qu'on le voit dans le milieu scolaire, avec les différents cycles que traverse un enfant, de la maternelle jusqu'au lycée et la vie active. Ok. Nous, on va faire la même chose, et les BF, les brevets fédéraux que doivent passer les éducateurs correspondent à ces cycles-là, du baby jusqu'à l'optimisation, avec nos buts principaux qui sont ici, que j'ai pu reprendre. C'est juste qu'on les a adaptés à la catégorie. Par exemple, si on a un M12, M14, on est sur s'entraîner à s'entraîner, sur du M14. Sur du M12, on serait apprendre à s'entraîner. Sur du M8, M10, s'amuser grâce au sport, et ainsi de suite. Et finalement, s'entraîner à gagner, ça concernerait peut-être que les seniors. Ici, je vous laisserai lire dans le document les différents petits points, les différents petits curseurs qui vont pouvoir vous guider pour aller un petit peu plus loin dans votre planification, parce qu'on a les buts principaux. Maintenant, après, il faut construire, il faut mettre des éléments dedans. Combien il faut avoir s'entraîner, qu'est-ce qu'on peut entraîner, combien de temps, voilà, sur quoi il faut faire le focus. Donc ça, vous avez ça. Hop, alors juste, pardon. Donc ça, ce qui va nous permettre de travailler plus tard sur notre planification et savoir qu'est-ce qu'on fait. Pour passer à la diapo suivante, ici, euh, donc les phases d'apprentissage, on l'a vu. Un petit QR code, je vous propose aussi de mettre sur pause. Et ça, c'est le premier jeu. C'est un petit jeu qui va vous permettre déjà de tester vos connaissances par rapport à ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez mettre sur pause et flasher le QR code si vous le souhaitez. Il y aura le lien aussi, de toute façon, dans les documents, en dessous de la vidéo. Planification du calendrier de compétition, une petite diapo que je ne vais pas détailler forcément ici. Vous aurez aussi dans la présentation. Troisième point, les ressources de l'athlète. Alors, les ressources de l'athlète. Quand on parle de ressources, on va parler aussi de compétences. Et c'est quoi la compétence? C'est la capacité d'un individu à mobiliser ses ressources au service d'une activité. D'accord? Quand je lis cette phrase, pour moi, elle est hyper intéressante, cette définition. Ça veut dire tout simplement que la ressource, la compétence, elle va servir à quoi? Elle va servir à une activité, en fait. Tout simplement. Ok? On ne développe pas une ressource pour développer une ressource, on développe une ressource pour faire après une activité, pour faire après peut-être un sport. Ok, donc si jamais on fait du rugby, pour moi, une des erreurs, un des éléments qui serait pas optimum, c'est se dire par exemple, tiens, on va travailler la technique de passe, on va travailler la technique de plaquage. Ouais, c'est-à-dire qu'on va isoler une compétence, d'accord? Et ça serait notre thématique. Pour moi, il faut plutôt travailler la situation, l'activité en elle-même. Ok, alors le rugby c'est de manière générale, mais peut-être qu'on pourrait travailler le 2 contre 1. Ok. Et pour réaliser un 2 contre 1, quel type de ressources je dois mobiliser? Effectivement, je dois mobiliser de la technique, technique de passe, peut-être technique de course, course droite pour fixer, d'accord. Préparation tactique, je dois maîtriser le fait de lever la tête, prendre l'information. Est-ce que le joueur vient vers moi? Est-ce qu'il va sur mon coéquipier? Où est mon coéquipier? À quelle distance il est de moi? Quel type de passe je dois réaliser par rapport à la distance? Préparation mentale, le joueur qui vient en face de moi, est-ce que c'est le point de la gagne? D'accord. Physique, je fais un 2 contre 1, ok, mais juste avant, j'ai fait un plaquage, j'ai fait une course, j'ai sauté en touche, je dois réaliser le 2 contre 1. Ou est-ce que le 2 contre 1, ça va, je sors, je passe toutes les 2 minutes, donc j'ai le temps de récupérer. Voilà, donc ça pour moi, là on est dans le vrai. Là on peut créer une situation. Voilà quoi vont servir pour moi les ressources de l'athlète. D'accord. Donc tout ce qui va être tactique, ça va être vision de jeu, lecture de jeu, en temps réel, c'est ce que je vois, et du coup, si on est en attaque, on va jouer en fonction de la défense. Si on est en défense, on va jouer en fonction de l'attaque. La préparation mentale, on va le voir aussi un petit peu après. D'accord? Et j'ai mis quelques points essentiels ici à droite, à travers notamment la motivation, l'émotion et tout ça. On va le détailler un petit peu après. La préparation technique, mais ça peut être la technique, on va voir juste après de manière générale, et après la technique spécifique au sport. Et tout ça, tous ces éléments-là, vous avez vu, vont s'entrecroiser. Donc on va faire deux focus, un focus sur le physique et un focus sur un petit peu le mental. Connaissance et compréhension des compétences physiques spécifiques liées au développement et au niveau de maturité. D'accord? Donc ça se réfère à la capacité d'une personne à développer des habiletés motrices, à expérimenter différentes intensités et durées de mouvement.
Ok, optimiser ses compétences physiques permet de participer à un large éventail de situations d'activité physique. Donc vous avez tout dans ce graphique-là. Donc voilà par rapport à ce graphique sur la dimension physique. Alors sur la dimension physique, pardon, faut savoir qu'il y a une partie technique, bien sûr là-dedans. Tout ce qui va être technique. On ne parle pas de technique au sport, hein, le pass, le plaquage. On est vraiment sur la technique de manière générale, à travers notamment la coordination et la mobilité. Il faut savoir que ces deux éléments-là vont être importants, notamment pour essayer de faire une passe, pour essayer de faire un plaquage. Peut-être qu'on va manquer de coordination et de mobilité. Ensuite, sur la condition physique, on a vraiment ces quatre éléments fondamentaux et essentiels, force, vitesse, endurance, souplesse. Ce sont ces éléments-là que nous, après, on va pouvoir planifier. Et on verra durant la formation, quand c'est qu'on fait de la force, quand c'est qu'on fait de l'endurance, voilà, quand c'est qu'on développe ces choses-là. Par exemple, on verra qu'en M8, il va être pertinent de commencer à travailler la vitesse et l'agilité. Ok, pour développer des choses au niveau nerveux. Et on verra que l'endurance sera peut-être le plus pertinent en M12, M14. Voilà, ce qu'on voit en bas, c'est une période critique de développement désigne l'occasion idéale de solliciter une composante en vue d'obtenir un gain optimal. Ok, ça ne veut pas dire que faut tout faire tout le temps ou faire qu'une seule chose. C'est juste qu'à un moment donné, il va y avoir des périodes critiques de développement. D'accord. Et c'est là où nous, on va jouer. On va jouer sur la période critique. C'est-à-dire qu'on va développer plus cette compétence-là à ce moment-là. D'accord. Donc voilà. Comme vous avez vu, il y a la capacité tactique et cognitive qui peuvent être pris en compte aussi dessus. Donc là, on est vraiment sur les capacités de performance sportive où on va regrouper toutes ces choses-là. Ok, c'est un peu plus de détails. Un petit focus aussi sur l'aspect émotionnel, les 5 domaines de l'intelligence émotionnelle, selon Daniel Goleman. D'accord. Connaissance et compréhension relative à la conscience de soi et de l'établissement de ses perspectives rugby et extra-rugby. Ok. L'émotionnel va être vraiment hyper important. On peut parler aussi un petit peu d'affectif relationnel. Là, je vais aller plus loin, enfin plus loin, en parlant de domaine, en parlant d'intelligence émotionnelle. D'accord. Le graphique là, il est hyper intéressant là, ici, interpersonnel, intrapersonnel, et dessus après il va y avoir 1, 2, 3, 4 éléments, notamment la motivation, la sociale, la relation, la conscience de soi et la maîtrise de soi. Avec ici des termes clés. Et ça, du coup, ça va être des qualités, ça va être des compétences que l'enfant va devoir développer durant ses phases d'apprentissage. Alors, il y a des choses sur lesquelles ça va être plus compliqué. On va voir que du coup, suivant l'âge, il va y avoir une prédominance et on va pouvoir appuyer sur des choses ou pas. Ok. À nous, en tant qu'éducateurs, d'en avoir connaissance et de pouvoir les appliquer au bon moment. On verra que durant nos séances, il y aura peut-être une petite case où on pourra mettre la ressource émotionnelle et on pourra se mettre, par exemple, là, ici, sur ce cycle-là, on va énormément travailler sur la confiance en soi. D'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que l'exercice qu'on va mettre ou le discours qu'on va avoir va être orienté là-dessus. Et nous, ça va nous permettre de faire un focus. Vous allez me dire oui, parce qu'effectivement, sinon on pourrait le travailler tout le temps. Hein. Voilà, mais moi je suis pas sur le fait de travailler tout le temps. J'aime bien faire des focus, parce que quand on fait des focus, ça permet d'optimiser les choses et de franchir un gap. Un cap. Ok. Donc l'idée, c'est de se dire que ces compétences-là, conscience de soi, autorégulation, motivation, empathie, d'accord, ben, grâce à l'activité physique, on va pouvoir développer ça. Grâce à un sport auquel les enfants adhèrent et sont passionnés, on va pouvoir les aider aussi à développer ces ressources-là. C'est-à-dire que vous allez voir quand on va faire des jeux, qui vont vivre des matchs, qui vont être remplaçants, qui vont perdre, qui vont gagner, en fait, ils vont passer à travers toutes ces compétences-là. Et à nous de les accompagner là-dedans. Ok. Pareil, on le développera un peu plus tard aussi. Alors, donc là, je vous ai présenté le modèle. On a vu les phases d'apprentissage. On a vu les ressources du joueur. Et là, comme on vient de le voir, mais pour le coup, la balle n'est pas rentrée dans le trou. C'est-à-dire que pour le coup, on met tout ça en place. On a un modèle qui va nous permettre d'avoir des valeurs, de construire un projet pédagogique et sportif. On a des phases d'apprentissage qui vont nous permettre de travailler les différentes étapes par âge. Ok, et on a vu les ressources du joueur. Donc logiquement, tout ça automatiquement devrait nous donner un résultat. Et un résultat positif, puisque du coup, si on fait bien les choses, on atteint un certain résultat positif. Pour autant, il y a un paramètre, et on va voir le point 4, que là, dans tout ce modèle-là, n'est pas pris en compte. D'accord. On le voit là, on fait par âge. D'accord, mais il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte. Ok. Donc, du coup, je vais repasser comme ceci. Et là, ce qu'on voit qui n'est pas pris en compte, à vous de le deviner, enfin, c'est écrit là dans le message, les dimensions de l'âge. Ça veut dire quoi ça?
C'est-à-dire que nous, on doit prendre en compte les dimensions de l'âge. Et qu'il y a plusieurs dimensions à l'âge. D'accord? Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 types d'âge, en fait. Je vous laisse quelques temps. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez jouer à ce petit jeu-là pour deviner. D'accord? C'est-à-dire que là, on a un type d'âge. OK? Là, on a un type d'âge. 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 OK? Je vais vous poser les questions. Ici, quand vous voyez, lui, il est en moins de 15. Et on a un autre moins de 15 ici. Là, il y en a un qui est en moins de 12, alors qu'il y a un moins de 12 qui est ici. OK? Là, ça fait appel à quel type d'âge, si on est ici? Là, on va faire appel à l'âge biologique. En fait, l'âge biologique, c'est l'âge de notre corps. On voit que lui, ici, OK, il est en moins de 12, mais il a peut-être le corps d'un garçon de 13 ans, de 13-14 ans. Lui, là, ici, il est en moins de 13, mais peut-être qu'il a le corps biologique d'un enfant de 11 ans. Voilà. Donc là, c'est toujours intéressant à faire dans votre club pour évaluer ça. OK, et voir les enfants, et peut-être des fois les répartir suivant leur âge biologique, suivant des fois les jeux que vous voulez faire. Ensuite, on a l'âge, on va dire qu'on connaît tous, hein, avec les anniversaires. Hein. Ici, on fête son anniversaire et tout ça. C'est l'âge chronologique, suivant notre date de naissance. OK. On a un autre type d'âge ici, comme on le voit dans ce document-là. Les joueurs nés dans le premier trimestre, janvier, février, mars, et les joueurs nés le reste de l'année, en rouge. Mais là, figurez-vous que c'est la distribution de mois de naissance des joueurs de la ligue de hockey. Les joueurs qui sont pros en hockey. Et en fait, ils ont fait une statistique, c'est qu'en fait, 56% des joueurs pros en hockey sur glace, en la LH, la ligue de hockey Amérique, là, voilà, je sais plus trouver le terme, 56% des joueurs pros sont nés entre janvier, février et mars. Plus de la moitié. Et les autres, c'est tout le reste de l'année. Donc, on va voir ce qu'on appelle l'âge relatif. C'est-à-dire, suivant si je suis né en début d'année ou en fin d'année, ben, j'ai moins de chances, du coup, d'être sélectionné. Alors, les 56%. D'accord? J'ai moins de chances d'être repéré, d'être remarqué. J'ai moins de chances d'être mis en confiance. OK? Parce qu'on l'a, suivant les âges, 6 mois, 10 mois d'écart, ça peut être hyper important. Ça peut être hyper important. OK? Donc, du coup, à nous de trouver les solutions aussi par rapport à ça. D'accord? Et en plus, après, il peut y avoir un engrenage, c'est qu'en fait, les joueurs qui ont un âge relatif janvier, février, mars, vont être sélectionnés, vont rentrer dans les pôles de formation, vont être les meilleurs, donc vont être plus considérés, donc vont plus s'entraîner, et forcément, l'écart va s'éloigner de plus en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme âge ici? Tac. Donc ici, on a deux joueurs de rugby, ok, qui jouent au même poste, deuxième ligne, qui auraient à peu près le même gabarit. Et bon, Meafou, il est quand même un peu plus costaud qu'Alun Jones, ok. Mais là, on a Alun Jones qui a qui a un recordman de sélection, ouais, je crois que c'est 160 sélections avec le Pays de Galles. Et Meafou, combien de sélections avec l'équipe de France? Enfin, du moins international, 0. Donc du coup, ça veut dire que là, on a l'âge d'expérience. Combien j'ai d'expérience dans mon activité? Ok. Et là, ça aussi, ça peut constituer une différence. Et enfin, le dernier type d'âge, qui va être l'âge par rapport à, on voit le cerveau ici, on va appeler ça la maturité au niveau mental. Ok. Ok, j'ai peut-être un gros gabarit ici, mais peut-être que mentalement, je suis, on va pas dire faible, mais peut-être que je suis en retard, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas forcément comprendre. Je suis pas encore mature, je comprends pas forcément le second degré, j'ai pas forcément une bonne compréhension du jeu, une compréhension des choses qu'on me dit. Voilà, même si je suis grand, voilà, ça veut pas dire que mentalement ça suit, pour le moment. Donc voilà. Donc du coup, on a ces types d'âges-là, l'âge chronologique, biologique, relatif, sportif et psychologique. Je vous mets ici un exemple avec l'ASM et Freddy Mazo, Batture Sport, vous pourrez aller voir si cela vous intéresse. Si vous voulez, vous avez un lien, vous cliquez dessus et ça vous ouvre un lien pour aller voir une interview de Freddy Mazo. Ici, nous avons l'explication donc du biobanding, où je suis allé chercher un petit peu plus loin par rapport à ça. D'accord? Parce que c'est surtout cet élément-là qui a été développé. D'accord? En gros, ce qu'il faut voir avec le biobanding ici, c'est que les éducateurs peuvent mieux adapter leurs séances d'entraînement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe, favorisant ainsi un développement optimal des compétences et la confiance chez les jeunes joueurs. C'est ce qu'il faut retenir de tout l'intérêt du biobanding en fait. Voilà, et qui rejoint le DLTA dans cet aspect progressif. Et de garder la confiance des joueurs. Je vous ai mis là aussi des exemples. Ok, je vais pouvoir reprendre, parce que je crois qu'après ça ne bug plus. Je vous ai mis des exemples aussi de clubs. Alors, il y a beaucoup de clubs qui le font. Hein. Je vous ai mis des clubs pro comme Barça, Ajax,
un club de netball, ok, avec des exemples de joueurs qui, grâce au biobanding, ont pu rester dans le circuit, on va dire, professionnel, et pouvoir percer après quand c'était temps. Voilà. Ils les ont pas, on va dire, chez les jeunes, expulsés trop tôt, parce qu'ils n'avaient pas forcément toutes les ressources physiques notamment. Et voilà. Un exemple plus précis avec les Tigres de Leicester en rugby, ok, notamment sur le U18, U16, sélection pour la maturité physique, personnalisation des entraînements en fonction de leur maturité physique. Les bénéfices, on a réduit les blessures, et surtout les athlètes ont montré des progrès plus rapides de leurs compétences techniques. Ok. L'anecdote aussi que je vous laisserai lire. Pour terminer cette séquence-là, nous avons un petit jeu ici. C'est un petit jeu de mots croisés. Il y a eu pas mal de définitions, pas mal de terminologie. Pour moi, essentiel à avoir connaissance. D'accord. Je vous laisse flasher le QR code, mettre sur pause ou cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et comme ça, vous pouvez faire le petit jeu et déjà valider quelques connaissances. Et si jamais vous ne trouvez pas les mots, je vous laisse, vous pouvez relire les documents pour retrouver la définition des mots. Voilà. Les points clés à retenir du coup de ce chapitre-là, de cette masterclass. Alors, il y a 7 étapes que je retiens, avec notamment 4 points clés ici à retenir, et la projection sur le point 5, 6, 7. Le premier point, on retient un développement progressif et graduel, ce qui va nous permettre d'établir un plan de formation individuel. Ok. En numéro 2, la polyvalence du joueur, notamment en école de rugby. Développer leur polyvalence, on va jouer en fonction des rôles et pas forcément des postes, et on va essayer de développer toutes nos qualités. Pour cela, on peut s'appuyer aussi sur les activités physiques fondamentales qu'on a vues. Un encadrement de qualité. Il faut que, au sein de ma structure, je puisse bénéficier d'un environnement favorable, notamment en ayant des éducateurs qui soient formés et qui soient donc de qualité, qui soient au courant de tout ça, qui soient au courant et qui maîtrisent ces principes-là et qui soient, comment dire, dans la même dynamique que cet esprit-là. Ok. En numéro 4, les ressources individuelles du joueur et l'âge aussi. En suivant notre âge, on a vu les différents types d'âge, les ressources vont être plus ou moins développées. Mais c'est ok avec ça, d'accord? Et on va les optimiser, des fois, en utilisant différentes stratégies d'entraînement. Pour cela, on va devoir évaluer, d'accord? Pour savoir au niveau des ressources, au niveau des âges, où c'est qu'ils en sont. Et après, en fonction de ça, on va pouvoir s'organiser. Dans la projection, ce qu'on va faire après ou plus tard dans le cursus de formation, on va analyser notre sport qui est le rugby, d'accord? On va l'analyser pour voir ce qu'il y a dedans, ok? Et ça va contribuer au plan de formation individuelle. On va l'enrichir et le rendre spécifique par rapport au sport, parce que jusqu'à présent, on était quand même assez général. En numéro 6, vous allez voir que j'ai créé des outils pour vous, notamment avec les carnets d'entraînement, avec la planification avec Trello, qui va nous permettre en fait d'utiliser tout ça, parce que ça fait beaucoup d'éléments. En plus, il faut collaborer, il faut partager aux parents, aux éducateurs, aux joueurs. Ça fait pas mal d'éléments. Aujourd'hui, il y a les outils, notamment digitaux, qui peuvent vraiment nous aider en ça. Numéro 7, on va rentrer dans un cycle d'itération, d'accord? D'essai-erreur, un cycle de répétition où on va planifier, on va s'entraîner, on va évaluer, on va réguler. D'accord? Donc quand on va évaluer, il y a des choses qui vont être en réussite, des choses en échec. Nous, on va réguler pour planifier à nouveau, pour de nouveau tester l'entraînement, de nouveau s'évaluer et réguler à nouveau pour à nouveau planifier. Et on va sans cesse. Et ça, c'est l'entraîneur, c'est tout le rôle, tout le plaisir que doit avoir un entraîneur, un coordinateur sportif, de rentrer dans ce type de cycle d'itération. Voilà. Vu qu'on a toutes les données en main, on a tous ces éléments-là qui sont sous nos yeux, maintenant on peut faire ça en fait. Parce que j'ai une maîtrise et je vois tout ce qu'il y a à faire. J'ai un visuel dessus. On va avoir des outils en plus pour faire ça. Pour se rendre les choses simples et visuelles. On va pas partir dans le vide. Ok. Voilà, c'est tout ce que je vous propose. Tout l'enjeu de cette formation et qu'on puisse continuer ensemble pour fidéliser les joueurs, nous fidéliser à nous aussi, parce que nous c'est important qu'on prenne du plaisir et qu'il y ait les choses au clair et qu'on voit que quand même que ça marche. Voilà.